Oui, je peux me présenter succinctement. Je suis un ancien militaire de carrière. J'ai pris mes distances avec l'armée il y a pas mal d'années. Je suis aujourd'hui écrivain public, euh, après avoir un petit peu navigué dans différents secteurs d'activité qui allaient de l'agroalimentaire en passant par l'industrie du bâtiment, la formation d'adultes et l'informatique. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu as connu les secouristes? Alors j'ai connu le groupe de secouristes en me promenant dans les manifestations, car en tant qu'amateur, je m'amusais à faire des photos. Et j'ai croisé différentes taches blanches le long du cortège. Et comme je suis aussi un ancien salarié de la Croix-Rouge, ça m'a ramené à quelques amours d'antan. Et je me suis adressé à eux, leur disant que est-ce que je pouvais leur apporter aide. Et ils m'ont dit que oui, toutes les énergies étaient les bienvenues. Et donc je me suis dirigé vers eux par Facebook et j'ai fait une proposition qu'ils ont acceptée. Et du coup, en conclusion, qu'est-ce que, comment ça se passe pour toi au sein des secouristes? Quel rôle tu joues? Comment est-ce que tu t'es intégré? Alors, au sein des secouristes, j'ai commencé par être un simple équipier. J'apportais mes connaissances de secouriste dans l'équipe et puis on faisait comme la plupart des équipes qui traînent sur le cortège. Et puis j'ai trouvé une énergie extraordinaire dans ce groupe et j'ai voulu m'y impliquer un peu plus. Et donc, par rapport à, comment dire, par rapport aux situations que nous pouvions rencontrer sur le terrain, j'ai proposé des services, et notamment des services d'écoute, pour écouter les gens qui étaient victimes d'images traumatisantes. Euh, et puis l'équipe a accepté de m'intégrer parmi euh, les gens qui peuvent organiser les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu fais office de confirmé. Je fais office de confirmé, je commence à faire partie des anciens de la famille et j'aide à la gestion du groupe. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette aventure, c'est que je retrouve une sorte de fraternité parmi mes équipiers et mon groupe de terrain. Je ressens aussi une fraternité avec l'ensemble du groupe, mais plus avec le groupe de terrain, parce que nous vivons dans l'action, nous vivons dans l'adrénaline, nous vivons dans le risque. Ça me rappelle, c'était pas de la même manière ce que j'ai connu à l'armée, mais ça me rappelle cette armée-là, cette équipe, où nous étions obligés de compter les uns sur les autres pour pouvoir faire ce dont pourquoi on était là. Je retrouve ça avec mon équipe. Je retrouve la confiance, je retrouve la sécurité, je retrouve l'attention, mais je retrouve aussi le respect. Euh, et et j'essaye d'apporter à mon équipe les quelques connaissances que j'ai, tant sur le plan militaire que sur le plan secouriste quand j'étais à la Croix-Rouge, entre autres. J'essaye d'apporter mon expérience pour que nous puissions intervenir sur les victimes en sécurité et efficacement. Et tu sens sur les victimes, est-ce que toi, tu as eu affaire à des cas marquants? Alors, Non. je ne suis pas intervenu sur un jeune homme qui a perdu son œil. On n'était pas l'équipe qui est intervenue en premier, mais nous étions présents. J'ai pu constater que ce moment-là a été très traumatisant pour certains de mes camarades. Je suis intervenu directement sur une femme qui, après avoir pris un choc, alors je ne pourrais pas dire si c'est un flashball, un coup de matraque ou quoi que ce soit, mais c'est une femme qui a perdu connaissance et qui a convulsé pendant son absence. Et quand elle a repris conscience, elle avait tout oublié. Je me suis retrouvé effectivement à la gérer jusqu'à l'arrivée des pompiers. Euh, j'ai senti, comment dire,
j'ai ressenti la confirmation, j'ai senti la confirmation de mon utilité à ce moment-là. Il y a eu d'autres événements. Ce sont des événements en tant que secouriste que je connais, que j'ai vu quand j'étais militaire. Effectivement, j'ai peut-être un caractère un peu plus aguerri à la coupure et au pansement. Je veux être un vecteur. Je ne veux pas, je ne veux pas comment dire, encadrer. Je ne veux pas encadrer selon le fantasme populaire que l'on a, qui est les chefs, etc. Non, non, je ne suis pas un chef. Moi, je suis un vecteur, je suis un accompagnant. J'ai envie d'être un agitateur de neurones. J'ai envie d'être un motivateur. Et du coup, ça part aussi sur ton équipe. Ça part sur mon équipe, ça part sur le groupe, ça part aussi dans mes responsabilités d'accueillir les nouvelles personnes. J'ai envie de leur dire ce qu'on fait, c'est important, ce qu'on fait, ça peut être risqué, mais c'est vachement bien de le faire et c'est vachement bien de le faire entre nous, enfin ensemble. Et du coup, ça me permet de. Quand tu parlais justement des expériences traumatisantes, on va dire importantes pour ton stick, Oui. comment ça se passe à la fin de la journée? Alors il y a quelque chose qui est magique, c'est le débrief de la journée. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, on est fatigué, on a soif, on a faim, et on se retrouve tous ensemble dans un endroit, un café, un autre endroit, un autre café. On se retrouve tous et là nous nous lâchons. Alors, pas de manière adolescente, mais on se lâche, on se raconte, on s'explique nos différentes interventions, mais nous nous retrouvons ensemble et généralement nous finissons par un câlin collectif. Le câlin, je pense que la câlinothérapie dans notre groupe est importante. Elle nous permet de nous motiver pour partir, mais elle nous permet d'expulser toutes les tensions que nous avons vues, que nous avons ressenties dans toute la journée. Et est-ce que cette tension, justement, elle est forcément liée au degré d'importance, de violence de la... Elle est forcément au prorata de la situation exceptionnelle que nous vivons. Qu'est-ce que tu penses, toi, ton analyse personnelle de niveau de violence utilisé dans la manifestation? Quelles sont les relations entre toi et les forces de l'ordre, toi et les gilets jaunes? Je n'ai de problème ni avec les uns ni avec les autres. Je ne vais pas polémiquer parce que beaucoup le font beaucoup mieux que moi. Je suis dans le factuel, dans le constat. Je vois effectivement qu'il y a des manifestations. Je vois évidemment qu'il y a des comportements dans les manifestations qui pourraient être évités. Je vois aussi qu'il y a des nécessités de la part des forces de l'ordre d'avoir certaines attitudes. Il y a là aussi des débordements qui sont évidents. Moi aujourd'hui, ma seule réflexion, c'est comment me positionner dans tout ça pour être le plus efficace pour apporter mes soins aux victimes. Et aujourd'hui, pour moi, une victime, c'est une personne au sol. Ce n'est pas forcément une personne qui représente une étiquette, qui représente un uniforme. Je me fous de cela. Je n'ai qu'une victime au sol qui a besoin d'aide en urgence. Je suis là pour ça. Si je dois parler de ma vision, je ne vais pas parler d'une vision politique, bien qu'elle l'ait quand même. Je vais parler d'une vision de l'humaniste que je suis devenu. Je crois qu'il y a des réalités. Promenons-nous dans les rues de Toulouse et voyons effectivement ces petites tentes sauvages qui poussent. Pour moi, c'est inadmissible. Quand on voit que nous avons perdu la possibilité de discuter les uns les autres, quand je vois que nous commençons à avoir peur de l'autre parce que nous avons perdu ce que j'ai connu moi il y a 40 ans, cette espèce de possibilité encore de rencontrer les gens dans la rue, alors que ça devient de plus en plus compliqué maintenant. Pour moi, c'est une société qui va mal.
une société qui perd la solidarité, qui perd son humanisme, qui perd... pour moi, c'est un problème. Alors, mon premier militantisme que je garde pour moi, c'est ma carte d'électeur. Et c'est là où j'essaye d'interagir. Ensuite, je me mobilise à travers mes actions, je ne vais pas dire sociales, mes actions humanitaires, mes actions solidaires vis-à-vis de ceux qui en ont besoin. Je fais partie de ces gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour aider quelqu'un à changer sa roue de secours. Si j'avais quelque chose à dire, je dirais à tout le monde, réapprenez à vivre ensemble. Je pense que nous le voyons tous les jours, que ce soit avec les Gilets jaunes, que ce soit avec les secouristes, que ce soit avec d'autres groupes. Il y a une communication qui est en train de se remettre en place entre les gens et je trouve ça magnifique. Je me suis arrêté il n'y a pas longtemps sur une petite route de campagne où il y avait un petit blocage. Je me suis arrêté, je suis descendu, je suis allé boire un café, on a discuté. C'était bien. Autrefois, je ne me serais jamais arrêté. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette commission soutien psychologique. C'est un bien grand un mot pompeux. Mais je crois qu'il est important, quand j'ai été choqué par une image, que je puisse le dire le plus rapidement possible. Et ma commission, ça va être de t'accueillir dans les 72 heures après le fait d'être témoin d'une image choquante, puis de retravailler ça ensuite le mois d'après, pour permettre de sortir tout ce que tu as à sortir, éventuellement de te conseiller d'aller voir telle ou telle personne pour de la relaxation. J'essaye de monter dans mon équipe des gens qui sont des thérapeutes en massage, en bol tibétain, en hypnothérapie, en technique de shiatsu, pour permettre effectivement de décompresser, de pouvoir sortir, être moins choqué des choses, et d'être capable de dire à cette personne-là au bout d'un certain temps, là je pense que tu es dans le cadre d'un pathos et qu'il faut que tu ailles consulter. Et donc je suis en train de faire aussi des démarches pour savoir qui sont sur le terrain toulousain les meilleurs spécialistes du stress post-traumatique. Parce que si on parle de stress post-traumatique sur un viol, sur un attentat, il y a déjà des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Sauf qu'il n'y a rien pour les gens sur le terrain, il n'y a rien pour mes équipiers, il n'y a rien. J'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps d'une personne qui a été choquée et qui est allée voir des médecins. Et la seule réponse qu'elles ont eue, c'était « vous aviez qu'à pas être là ». Bravo, bravo, c'est du sérieux ça. Non, moi je suis là, tu as un problème, tu viens, on parle. On se revoit dans un mois. Entre-temps, je te donne les moyens, des techniques respiratoires pour lors d'accès de stress, pour pouvoir redescendre les pressions, et ensuite de pouvoir te conseiller et d'aller voir telle ou telle personne qui pourrait t'accueillir. Alors, dans le cadre effectivement d'une thérapie normale, avec carte vitale, carte mutuelle, mais d'aller effectivement travailler ce stress post-traumatique avec un professionnel. Je ne rentre pas dans la psychothérapie, je ne suis pas médecin, je ne fais pas ça. J'écoute, je conseille et j'oriente. Je vais mettre en place un rythme de permanence où on pourra téléphoner à l'un d'entre nous à un moment donné où ça va pas. C'est-à-dire qu'on va accueillir la personne, mais aussi on pourra lui répondre au téléphone si jamais dans la semaine elle a un accès de difficulté. Oui, ça m'est arrivé de repasser dans des endroits. Je pense que parfois même ça peut être nécessaire. J'en tiens compte dans mon protocole d'intervention. Je pense que ça fait partie des phases en fin d'écoute de mettre en place peut-être certains rituels. Ne voyons-nous pas lors des attentats des gens qui viennent se recueillir à l'endroit où ça s'est passé? C'est important, c'est nécessaire. Et donc, oui, mais Toulouse, j'ai vécu longtemps à Toulouse, j'ai vécu plein de choses à Toulouse. Et aujourd'hui, quand je me balade tout seul dans les rues de Toulouse et que mes souvenirs me reviennent, je suis désolé, ça fait un peu vieux con, ancien combattant, mais je retrouve des souvenirs, je retrouve des émotions, je peux me balader tout seul dans Toulouse et je ne suis pas seul. Je pense que ce qui est important, ce qui est intéressant effectivement dans la personne un peu plus avancée en âge, si elle a vécu des choses difficiles, elle ne peut peut-être retransmettre un message de sagesse ou de sérénité que si elle est dans une phase de résilience.
Donc il faut qu'elle ait fait un travail avant pour calmer ses peurs, ses angoisses, ses colères aussi, euh, avant de pouvoir faire quelque chose aux autres. Un secouriste vivant, enfin un secouriste efficace est un secouriste vivant. Et je pense que justement, si je veux avoir mon rôle de parent, mon rôle d'ancien, parce que je commence à y rentrer dans ce rôle-là, il faut que j'ai calmé mes bouillonnements avant de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors une anecdote, alors j'étais pas encore secouriste, mais il y a une anecdote que j'ai beaucoup aimée. C'était sur une manifestation où ce jeune homme se met tout nu pour manifester sur la rocade. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, ce que je remarque le plus, euh, c'est cette espèce d'unité qui s'installe. Des petites anecdotes. Oui, une petite mamie qui vient nous voir en nous disant qui cache son gilet jaune derrière un manteau en pseudo-fourrure et qui dit ils m'ont gazé la semaine dernière, mais ça fait rien, j'y retourne. Mais c'est une personne de 75 ans qui rejoint un petit peu ce que l'on peut voir maintenant dans les manifs. La phrase de Claude Nougaro qui dit que même les mémés chez nous aiment la castagne. C'est amusant. Justement, c'est un point intéressant. La moyenne d'âge que toi tu as pu observer dans les manifestations. Je n'ai pas focalisé là-dessus, je ne me suis pas posé la question. Donc je serais incapable de répondre à cette question. D'accord. Mais je vois de tout. Des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des très vieux. Je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Alors, j'ai entendu effectivement, parce que j'ai dans mes relations quelques commerçants qui m'ont parlé de leur colère, de leur difficulté à travailler le samedi, mais j'ai pas de... Depuis que j'ai intégré les secouristes volontaires à Toulouse, je suis effectivement essentiellement axé sur le sujet du soin aux victimes dans les manifestations. Parfait. Merci Diogène. Avec plaisir.